Chapitre 4 Circuit magnétique, partie 1 Notions fondamentales en magnétisme. Il faut savoir que le circuit magnétique constitue un élément de base dans presque toutes les applications industrielles. Donc, il rentre par exemple dans la constitution des transformateurs, des générateurs, des moteurs, ainsi de suite. Donc ça, c'est un circuit magnétique. Parmi les notions fondamentales en magnétisme qu'il faut absolument connaître, c'est la notion du champ d'excitation magnétique, symbolisé par le vecteur H. Donc le champ magnétique H, appelé aussi l'excitation magnétique, est créé dans le vide et peut être issu soit d'un aimant permanent, qu'il soit naturel ou artificiel. Donc pour les aimants naturels, donc ce sont des pierres aimantées naturellement qui existent dans la nature, ou bien des aimants artificiels, c'est-à-dire créés par l'industrie et qui restent donc aimantés tout le temps. Donc ces deux aimants donc, vont créer donc, autour d'elles des champs d'excitation magnétique H. Ou bien donc, ce champ magnétique H peut être aussi issu du mouvement des charges électriques. Donc, quand on dit mouvement des charges électriques, c'est tout simplement la circulation d'un courant électrique dans un fil conducteur, qu'on appelle électroaimant. Donc, si on fait une petite expérience, on va prendre un fil conducteur qui va être traversé par un courant électrique I. Donc, si on place une feuille au centre de ce fil conducteur sur laquelle on va placer une limaille de fer, c'est des morceaux de fer donc dispersés sur la feuille. Si donc on fait traverser maintenant un courant électrique sur ce conducteur dans ce sens qui est vers le haut, on va remarquer que la limaille de fer va former des cercles autour de ce conducteur. Donc là, on va déduire que cette limaille de fer est en train de suivre donc des lignes de champ sous forme circulaire. Donc il faut retenir qu'un fil conducteur traversé par un courant électrique, il va créer autour de lui des lignes de champ. C'est le champ d'excitation H. Maintenant, pour trouver le sens de ces lignes de champ, il suffit d'utiliser la règle de la main droite qui consiste donc à enlacer le conducteur par la main droite avec donc le pouce qui va suivre le sens du courant. Dans ce cas-là, le courant il est vers le haut, donc le pouce il va être placé vers le haut. Et les quatre doigts vont nous montrer le sens du champ magnétique. Donc le sens dans ce cas-là, il est comme ça. Par contre, si on inverse le courant, c'est-à-dire si le courant il est vers le bas, obligatoirement, donc les lignes de champ vont être vers le bas. Maintenant, si on prend ce fil conducteur et qu'on l'enroule autour d'un noyau de fer, on va constituer tout simplement une bobine, un noyau de fer. Dans ce cas, les lignes de champ donc, vont aller du nord vers le sud en formant donc des lignes, des courbes fermées. Donc, on remarque que les lignes de champ vont toujours du nord vers le sud. Maintenant, si on inverse le sens du courant, on voit ici, nous avons le plus ici et le moins ici. Maintenant, on a inversé, le plus il est là et le moins il est là. On remarque que les lignes de champ ont changé de sens. Voilà, du nord vers le sud. Donc, le champ magnétique H ne dépend que de la source, c'est-à-dire du courant, et s'exprime en ampères par mètre. Donc, ça, c'est l'unité du champ d'excitation H, c'est des ampères par mètre. La deuxième notion qu'il faut connaître, c'est l'induction magnétique symbolisée par le vecteur B. L'effet du champ magnétique H sur la matière est différent selon la nature de cette dernière. Donc, le même champ magnétique H, c'est-à-dire produit par le même courant I, va induire des champs d'induction B différents pour chaque matière selon la valeur de sa perméabilité relative μr.
Pour comprendre cette explication, on va prendre l'exemple d'une bobine. Donc, on voit ici la bobine constituée de 1 spire. Donc, dans les 3 cas, pardon, c'est toujours la même bobine qui est donc alimentée par le même courant I. En un premier temps, cette bobine est disposée dans l'air directement. Donc, sachant que la perméabilité du vide, c'est μ0. Donc, cette bobine va créer un champ d'excitation H qui va induire dans l'air une induction magnétique qu'on va noter B0. Donc B0, c'est le champ magnétique créé dans le vide par cette bobine. Maintenant, je vais garder la même bobine, mais je vais disposer un matériau de perméabilité μR1 au centre de cette bobine. Donc, on va remarquer que cette bobine va créer le même champ d'excitation parce que nous avons toujours le même courant qui est traversé par la bobine, mais elle va induire dans ce matériau de perméabilité μR1 une induction qu'on va appeler B1. Donc B1, c'est le champ magnétique créé dans ce matériau de perméabilité μR1. Donc, il faut savoir que même si cette bobine va créer le même champ d'excitation H, donc ici c'est H, ici c'est H, mais elle va induire des inductions magnétiques différentes. Ici nous avons B0 dans l'air et ici nous avons B1 dans ce matériau. On va prendre donc un autre matériau ici, dans le troisième cas, en gardant toujours la même bobine alimentée avec le même courant. Donc ce matériau, il a une perméabilité μR2 qui est différente de μR1 qui est différente de μ0. On va remarquer que ce champ d'excitation H, qui est toujours le même aussi, parce que nous avons toujours le même courant, va induire un champ d'induction B2, différent de B1 et différent de B0. Donc là, c'est B2, c'est le champ magnétique créé dans ce matériau de perméabilité μR2. Donc, en conclusion, l'induction magnétique, voilà, on va lire ici la conclusion, l'induction magnétique B dépend de la source et du point de mesure. Donc, du point de mesure, on vient de l'expliquer, c'est-à-dire ça dépend de la valeur de la perméabilité relative du matériau. Maintenant, ça dépend de la source aussi, parce que si je garde maintenant un seul cas, par exemple ce cas ici, en un premier temps, j'ai alimenté avec un courant I1, ça m'a donné une induction B1 dans ce matériau. Mais si je change ce courant, je vais l'appeler par exemple I1', je vais obtenir une induction B1'. Donc ça dépend, cette induction elle dépend de la source et du point de mesure, c'est-à-dire de la valeur de la perméabilité relative du matériau. L'induction magnétique B s'exprime en Tesla, c'est l'unité de mesure du champ magnétique. Maintenant, on va voir la relation entre B et H. Donc, la relation entre B et H diffère selon la nature du milieu. Et elle est donnée comme suit. On va commencer dans le vide. Dans le vide, B et H, donc les vecteurs B et H sont collinéaires et sont liés par la relation B égale à μ0 fois H. Sachant que μ0, c'est la perméabilité magnétique du vide qui est donnée par 4pi 10 puissance moins 7 Henri par mètre. Donc ça, c'est la représentation de B en fonction de H. Donc B en Tesla, H en ampères tours par mètre. Voilà, donc c'est une droite dont la pente représente μ0. On va voir maintenant la relation entre B et H dans les milieux magnétiques isotropes. Un matériau est dit isotrope si ses propriétés mécaniques et thermiques sont identiques dans toutes les directions. Donc, au sein d'un matériau, le champ d'excitation H est toujours donné par le théorème d'Ampère, qu'on verra plus tard. Donc, sous l'effet de ce champ d'excitation, le milieu va réagir en créant une aimantation G qui va s'additionner au champ d'excitation H pour créer une induction B
donc qui est donné par cette relation. Donc B, c'est mu0H plus mu0 fois G. Donc c'est l'effet de l'excitation H à qui on rajoute l'effet de l'aimantation G. L'aimantation G est proportionnelle au champ d'excitation H et peut se mettre sous la forme suivante. Donc on peut écrire que J égale à Xi fois H. Xi étant la susceptibilité magnétique du matériau. Donc B égale à mu0H plus, donc on remplace J par mu0, par Xi fois H. Donc on va avoir mu0 fois Xi fois H. Donc on va simplifier tout ça en mettant mu0H en commun. On va obtenir B égale mu0, 1 plus Xi fois H. En posant 1 plus Xi égale à mu R, on a la fameuse relation B égale mu0, mu R fois H. Ou bien tout simplement en mettant mu0 fois mu R égale à mu, donc on va avoir mu H. Donc mu, c'est la perméabilité magnétique du matériau, Henri par mètre. Mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide qui est donnée par 4pi 10 puissance moins 7 Henri par mètre. Mu R, c'est la perméabilité relative du matériau, donc c'est par rapport au vide. Donc elle est son dimension, c'est un rapport. On va voir ici la classification des matériaux magnétiques. Les matériaux magnétiques peuvent être classés en 3 catégories selon la valeur de leur susceptibilité magnétique. Nous avons en premier les milieux diamagnétiques, où Xi est inférieur à 0 et très faible. Donc si on regarde ici la variation de l'aimantation J en fonction du champ d'excitation H, les matériaux diamagnétiques, donc la courbe de variation, elle va se retrouver ici. Donc, dans ce cas, nous avons H et J sont de sens contraire. Exemple, le silicium, le cuivre et le plomb. Donc, si on regarde ces matériaux, donc ce sont des matériaux qui ne canalisent pas, qui repoussent les lignes de champ. Pour les milieux paramagnétiques, la susceptibilité magnétique est supérieure à 0 et très faible. Donc, la courbe de variation de J en fonction de H, elle est ici. Donc, ça, c'est les matériaux paramagnétiques. Dans ce cas, H et G sont de sens identiques. Exemple, l'aluminium, le tungstène, le platine, ainsi de suite. Donc, si on regarde ici, par rapport à la canalisation des lignes de champ, donc ce sont des matériaux qui canalisent très peu les lignes de champ. En dernier, nous avons les matériaux ferromagnétiques qui sont très intéressants en électrotechnique puisque ils ont une susceptibilité magnétique très grande, positive et très grande. Donc voilà leur courbe de variation de G en fonction de H. Donc dans ce cas, H et G sont de sens identiques. Ce sont des matériaux très essentiels en électrotechnique, on vient de le dire. L'exemple du fer, le cobalt, le nickel et leurs alliages. Pourquoi ils sont intéressants en électrotechnique? Parce que ce sont des matériaux qui canalisent fortement les lignes de champ. Donc on les utilise pour les circuits magnétiques. La caractéristique B en fonction de H pour les matériaux ferromagnétiques. Le comportement des matériaux ferromagnétiques face à un champ d'excitation H est donné par la caractéristique B égale à une fonction de H. C'est-à-dire, pour obtenir donc cette courbe de B en fonction de H, on va augmenter l'intensité du courant qui va circuler dans cette bobine. Et dans ce cas-là, donc, on est en train d'augmenter aussi la valeur de l'excitation H et on va tracer la valeur de B pour chaque valeur de H. Et dans ce cas-là, donc, on va obtenir deux courbes, une courbe de première aimantation, donc ça c'est B en fonction de H, et la courbe qui est ici en rose, c'est la courbe de première aimantation, et nous avons aussi le cycle d'hystérésis, donc qui est représenté par cette surface. On va commencer par expliquer la courbe de première aimantation. Dans ce cas, la caractéristique B en fonction de H
est obtenu lorsque le matériau ferromagnétique ne possède aucune aimantation. Donc, pour avoir B en fonction de H, donc on augmente la valeur du courant. Dans ce cas-là, on augmente la valeur de l'excitation H et on trace les variations de l'induction magnétique B. On obtient, donc pour la courbe de première aimantation, cette courbe en rouge. Donc, cette courbe en rouge, elle peut être divisée en deux principales zones. Une zone linéaire, donc qui est là, donc c'est une droite, la zone linéaire. Dans cette zone, B en fonction de H est donnée par B égale à mu H, avec mu c'est une constante parce que c'est une droite, donc c'est la pente de cette droite. Cette zone est généralement exploitée pour le fonctionnement des machines tournantes et les transformateurs. Puis vient le coude de saturation et nous avons donc la deuxième zone, c'est la zone de saturation. Dans cette zone, B ne varie presque plus avec l'augmentation de H et la valeur de B tend vers sa valeur de saturation B sat. Donc on remarque ici, plus on augmente la valeur de H, on voit que la valeur de B donc, varie légèrement jusqu'à atteindre sa valeur de saturation pour garder toujours cette valeur. On dit que le matériau, dans ce cas-là, le matériau ferromagnétique est saturé. Donc, il ne canalise plus les lignes de champ. Et la caractéristique B en fonction de H, dans ce cas, n'est plus linéaire, donc elle n'est plus une droite, et elle est donnée par B égale à mu en fonction de H fois H. Donc, on remarque ici que mu, c'est une variable qui dépend de la valeur de H. La deuxième courbe, c'est le cycle d'hystérésis. Le cycle d'hystérésis représente la courbe B en fonction de H quand le matériau ferromagnétique possède déjà une aimantation. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'on a obtenu ce cycle-là, lorsque le matériau est saturé, c'est-à-dire après la première aimantation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait fait? On avait alimenté donc, la bobine par un courant, et dans ce cas-là, le courant I, donc c'est un courant alternatif sinusoïdal, donc on alimente par un courant, donc qui va augmenter, donc dans ce cas-là, l'excitation H va augmenter, et on trace B. On obtient la courbe de première aimantation. Arrivé à saturation, on va diminuer l'intensité du courant, on diminue I, donc automatiquement H diminue, et dans ce cas-là, B diminue aussi, mais la courbe obtenue ne se superpose pas avec la courbe de première aimantation. C'est-à-dire, une fois à la saturation, en diminuant la valeur du courant, c'est-à-dire la valeur de l'excitation, la courbe, elle va revenir, mais dans un chemin différent à celui de la première aimantation. Donc, arrivé à H égale à 0, c'est-à-dire quand on annule le courant, on remarque qu'il reste une valeur de B. C'est tout simplement l'induction rémanente. C'est l'aimantation restante suite à la disparition de H, c'est-à-dire nous n'avons plus d'excitation dans le matériau, mais il reste une aimantation. Donc, sachant que dans ce sens, on avait créé dans le matériau donc un pôle nord-sud. Donc, même après annulation de l'excitation H, donc il reste une aimantation donc nord-sud. Maintenant, pour inverser donc cette aimantation, c'est-à-dire pour annuler la valeur de B, on doit fournir une énergie dans le sens inverse. Donc ça, la valeur de H qui me permet d'annuler B, on l'appelle le champ coercitif, que ce soit dans le sens positif, négatif ou positif. Donc c'est le champ coercitif, c'est le champ électrique permettant d'annuler l'aimantation. Donc ici, on a pu annuler l'aimantation. Après, donc on va alimenter dans le sens inverse et on commence ici à créer le pôle sud-nord. Donc ça, c'est pour une période. Donc ce cycle-là, c'est pour une période de courant. Donc le même travail effectué ici sur une alternance positive, il va être fait sur l'alternance négative. Donc sur une période, on va obtenir le cycle d'hystérésis.
Donc, dans le cas d'un courant alternatif sinusoïdal, la courbe représentant l'évolution de B en fonction de H est donc un cycle appelé cycle d'hystérésis du matériau. Ici, on va revenir sur les deux points importants de la courbe. Le premier point, donc, ça représente le champ rémanent, BR, voilà. Donc, c'est le champ rémanent ou bien l'induction rémanente. Donc, c'est la valeur du champ magnétique restant lorsque l'excitation magnétique a disparu. Comme on l'avait déjà expliqué, quand H égale à 0, on est ici, H égale à 0, B égale à BR, c'est l'induction rémanente. Application, donc l'intérêt de cette induction rémanente, c'est la fabrication des aimants permanents. Ils sont réalisés en fer dur et en un champ rémanent très fort, ce qui explique le fait qu'ils restent aimantés tout le temps. Le deuxième point, c'est l'excitation coercitive, HC, donc qui est là, ou bien dans le sens inverse, donc ici, moins HC. Donc le champ d'excitation H doit s'inverser pour annuler B. Donc voilà, pour avoir un B qui est égal à 0, une induction qui est égale à 0, on doit donc inverser le sens de H. Donc c'est l'excitation nécessaire pour annuler le champ magnétique B. C'est-à-dire quand H égale au champ coercitif, B égale à 0. C'est-à-dire on n'a plus d'aimantation. C'est la cause de la désaimantation des aimants. Donc c'est-à-dire on était dans un aimant nord-sud, on passe vers un sud-nord. Donc c'est une inversion de l'aimantation. Pour le choix des matériaux ferromagnétiques, pour la fabrication des aimants permanents, on choisit un matériau dont le champ coercitif HC est fort, donc un matériau à cycle large. On dit alors que le matériau magnétique est dur. Donc voilà, pour les matériaux magnétiques et durs, exemple des aimants permanents, on voit que le cycle d'hystérésis, donc, il a une surface très large avec un champ coercitif très important pour donc garder l'aimantation permanente. Pour les circuits magnétiques des machines électriques, étant donné que la surface du cycle d'hystérésis représente aussi l'énergie absorbée par les matériaux ferromagnétiques lors de son aimantation, donc pour les machines électriques soumises à des courants variables, il est préférable de choisir des matériaux doux. Donc c'est quoi un matériau doux? Les matériaux magnétiques à cycle étroit sont dits doux, comme les électroaimants. Donc voilà, donc un cycle étroit. Donc il représente les matériaux doux comme les électroaimants, c'est-à-dire les bobines. Donc dans quel objectif? Donc plus on a la surface qui est étroite, donc on va diminuer les pertes magnétiques dans les circuits. Pertes magnétiques. Les pertes dans les matériaux ferromagnétiques sont appelées les pertes fer, donc symbolisées par P fer, qui sont originaires de deux grandes sources qui sont physiquement indissociables, à savoir les pertes par hystérésis et les pertes par courant de Foucault. Donc perte fer, c'est perte par hystérésis plus perte par courant de Foucault. Pour les pertes par courant de Foucault, ce sont des pertes par effet Joule dans le matériau ferromagnétique créées par la circulation des courants induits causés par les variations du champ magnétique dans le matériau. C'est la conséquence de la loi de Lenz qu'on verra plus tard. Étant donné que les matériaux ferromagnétiques ont une résistivité non nulle, ces pertes Joule donc, vont être traduites par R fois I induit au carré. Donc, c'est une énergie qui est dissipée sous forme de chaleur. Donc, les pertes par courant de Foucault sont données par la formule suivante. Donc, c'est une constante. Donc, cette constante, c'est le coefficient des pertes par courant de Foucault, multiplié fois Bmax au carré, c'est l'induction maximale, l'induction crête au carré, fois la fréquence au carré. Ces pertes sont souvent modélisées par une résistance en parallèle de la tension,
Habituellement, les pertes sont estimées à l'aide des données fournies par les fabricants. Pour réduire ces pertes par courant de Foucault, il faut minimiser les courants induits. Pour ce faire, donc, soit on utilise des matériaux plus résistifs, donc exemple le fer avec addition de silicium et les ferrites, ou bien réduire le parcours des courants induits en utilisant le feuilletage, c'est-à-dire des noyaux formés de laminations isolées, comme on le voit ici sur l'image. Donc, c'est des laminations isolées électriquement les unes des autres par oxydation surfacique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser un seul bloc où les courants de Foucault ont des chemins plus longs à parcourir, donc on risque d'augmenter les pertes par courant de Foucault. Donc en faisant une lamination, on va réduire donc le parcours des courants de Foucault et de ce fait, on réduit les pertes par courant de Foucault. Le deuxième type de pertes dans les circuits magnétiques, c'est les pertes par hystérésis. Les pertes par hystérésis correspondent à une perte d'énergie qui cause des échauffements dans la matière ferromagnétique. Sachant qu'un cycle d'hystérésis est formé sur une période, c'est-à-dire sur une période T, donc l'énergie dissipée pendant une période est égale à la surface du cycle d'hystérésis donné par. Donc, oméga, qui est égal à l'énergie dissipée sur une période, c'est l'intégrale de 0 à t à la période de h dB. Donc, et cette intégrale, c'est la surface, représente donc l'air sous la courbe du cycle d'hystérésis. Donc, alors, l'énergie dissipée dans le noyau de volume V durant une période s'exprime par, donc il suffit de multiplier fois le volume, donc l'énergie totale dissipée sur ce volume, ça va être l'énergie sur une période multipliée fois le volume. D'où les pertes par hystérésis qui représentent la puissance active dissipée dans le noyau est donnée par perte par hystérésis. Donc c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc ça va me donner l'énergie totale sur une période, sachant que 1 sur T est égal à F. Donc c'est l'énergie totale multipliée fois la fréquence. Donc les pertes par hystérésis sont proportionnelles à la surface du cycle d'hystérésis, c'est-à-dire c'est en relation avec la structure du matériau et à la fréquence d'alimentation F.